Écoutez, je vais me présenter rapidement. Donc, je suis Guillaume. Je suis l'heureux cofondateur et co-organisateur de cet bel événement. En tout cas, j'espère qu'il vous plaît. Nous, on est vraiment très, très contents de vous avoir aujourd'hui. Et encore une fois, hein, je vais le faire rapidement, mais c'est important de souligner l'importance de nos sponsors, Premium Wakers et Tris, de nos autres sponsors aussi, Vert et Bleu, Manelto et Marcy, et tous les autres, la Wild qui nous accompagnait en présentiel, Misfits qu'on a peu ou pas cité, qui nous a aidé d'ailleurs sur toute l'organisation de nos jolis polos, de nos tours de cou, de l'organisation. Voilà, c'était important de le faire. Et me concernant, donc voilà, moi je suis pour ma part MVP Data Platform. Je suis aussi certifié Power BI et sur la partie Power Platform notamment. J'organise, pour ceux qui le savent, le club Power BI de Lille. Et puis, bien évidemment, le Power 365 dont vous faites partie. Et merci hein, pour votre présence aujourd'hui. Voilà, donc au niveau des slides, vous voyez, je vais faire très simple. Il n'y avait que ça. Après, je vais partir en mode démo. Alors, super, parce que vous venez de participer à la présentation de notre ami Théophile sur la Power Platform. C'est une très bonne idée, parce qu'aujourd'hui, je vais vous présenter un REX, un retour d'expérience client, pour le coup, qui était le suivant. Il a une flotte d'IoT, donc d'Internet of Things, hein, l'Internet des objets en français. Son idée principale était de mesurer la consommation électrique de ces machines, d'avoir potentiellement des KPI là-dessus, des mesures de consommation en temps réel, notamment de consommation électrique, de voltage, de temps d'utilisation, de pouvoir gérer les machines. Par exemple, pouvoir déclarer un aléa directement dans Power BI via les outils qui sont dans la Power Platform, pardon. Et en même temps, au lieu de faire qu'un simple indicateur dans Power BI, c'était aussi et surtout de déclencher du management visuel un peu plus important. Ça, c'était un des prérequis du client. Donc, je vais essayer de vous les traduire aujourd'hui très simplement. Donc, voilà le cas de figure. Alors, plusieurs possibilités. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, les IoT, globalement, les machines connectées, je vais les appeler comme ça, on va les appeler notamment par des API. Alors, qui dit API, qui dit plein d'approches possibles dans la façon d'appréhender le problème. Alors, je vais en citer 3 ou 4 que j'ai retenus et je vais vous expliquer pourquoi on les a retenus, pourquoi on ne les a pas retenus de façon mode démo, entre guillemets. Premier cas de figure, c'est on pourrait très bien se dire, tiens, on va aller chercher, utiliser la fonctionnalité de Power BI qui s'appelle les real-time, les cubes en temps réel dans Power BI. Donc, je vais y aller de ce pas. Alors, comment ça fonctionne concrètement? Alors, je vais vous le faire voir rapidement. Un cube real-time dans Power BI, c'est ni plus ni moins que du streaming. En fait, on va essayer un petit peu de simplifier le débat. Et en fait, un cube dans Power BI qui va permettre de se faire, ce paramètre très simplement, on y retrouve d'ailleurs, pour ceux qui connaissent un petit peu l'approche JSON dans le cube, on va y paramétrer des champs qu'on attend en entrée. Et ce cube, en fonction de paramètres, ça c'est important aussi d'ailleurs, dans notre cas du client, c'était est-ce que je veux historiser ou pas, par exemple, mon jeu de données. Alors, premier cas de figure, on s'est dit, tiens, allons voir un petit peu ce qui peut se passer par rapport au jeu en streaming. Bonne approche. Par contre, va faire appel à d'autres choses. Ça veut dire que si on fait appel à ça, on va mettre en place notamment potentiellement des flux Power Automate, ce qu'avait un petit peu présenté juste avant Théophile. Alors, petit retour sur mon slide d'avant. Vachement bien, et Théophile nous a expliqué, on va avoir un bel intérêt, c'est que le cube en real-time a un intérêt, c'est d'interagir automatiquement. On n'a pas besoin de faire appel à une gateway ou quoi que ce soit, et en plus, le rafraîchissement se fait automatiquement, entre guillemets, un peu avec un mode d'un trigger, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il reçoit une information dans le cube, automatiquement, le rapport va se mettre à jour. On va faire une petite expérience. Aujourd'hui, j'ai 14 lignes dans ce jeu de données. Eh bien, je vais aller chercher ici un petit workflow très simple, un automate, mais alors d'une simplicité extrême, que je vais lancer, qui a pour objectif ici de venir aller chercher l'information dans l'API de la machine connectée et de le descendre tout simplement pour alimenter mon cube Power BI que vous avez retrouvé juste avant dans cet onglet-là. D'accord ? Donc très simplement, il va venir descendre grâce à des variables. Hein. Je ne vais pas vous expliquer l'équation du flux. Ce n'est pas aujourd'hui le but de faire trop technique. Parfois on y rentrera, des fois on n'y rentrera pas. Mais c'était vraiment l'idée de se dire, voilà, première étape, allons voir comment on peut faire. Alors, allons-y,
On va exécuter ce flux. Tac, parfait. On va le tester. Là, tout va bien parce que c'est le mode démo, bien évidemment. Toc. Forcément, ça ne marche pas. Et je ne sais pas pourquoi, c'est pas très grave, on va le saver. On va voir ce qu'il nous dit. Tac, 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 pas de problème. En théorie, quand ça fonctionne, pas de problème, j'ai changé juste avant, il ne fallait pas le faire. Quand il va nous descendre ici, hop, on va supprimer celui-ci. Voilà, j'ai fait un test qu'il ne fallait pas faire. Ne jamais faire ça à l'effet démo, ça ne marche jamais. Voilà. Ici, quand on va appuyer sur l'envoi de ce test, qu'est-ce qu'il va le faire? Il va tout simplement aller chercher l'information dans l'API, va venir la ressortir souvent, hein, c'est du format JSON derrière, va venir, ce format JSON va me lire, et tout simplement venir ici me l'injecter. On va voir dans quelques instants ce qui se passe. Voilà, sans aucune intervention, le cube vient s'alimenter, vient rechercher des informations de mes IoT et vient alimenter de façon totalement autonome le cube. Alors, ça c'est vraiment bien. Par contre, il y a un point qui est important à souligner, c'est qu'il a des limites. Alors vous allez voir, je peux être aussi très critique hein, parfois sur les outils, ou alors très élogieux. Pour le coup, ici, il y a une petite critique, ça rejoint un peu ce que disaient tout à l'heure Théophile et Serge dans le chat. C'est au niveau de la limitation, tout ça, au niveau du licensing. Aujourd'hui, le besoin client, c'est je dis une bêtise, toutes les 10 secondes, était d'aller ramener l'information. Ça veut dire que, je vais vous faire un calcul très rapide, on a 3600 secondes dans une heure, on a 24 heures dans une journée, jusqu'à là tout va bien. Globalement, je simplifie, on a 86 000 secondes dans une journée. Si je veux récupérer l'information toutes les 10 secondes, il va donc falloir que globalement, je fasse 8600, j'ai simplifié, 8600 exécutions rapidement, en fonction de nos niveaux de licensing, qui sont ici sur mon écran. On va être embêté. C'est-à-dire que globalement, dans des licences standards, on a entre 2 et 5. Et de toute façon, après, si on voulait descendre dans une rapidité d'exécution plus importante, c'est-à-dire en dessous des 10 secondes, on serait bloqué. Alors, on s'est dit, ah, cette information-là, elle est intéressante. Donc, l'idée a du sens dans certains cas métiers. La preuve, ici, il vient d'en descendre une. Alors, comment on a fait dans ce flou en 2 secondes, juste rapidement? On a simplement mis une récurrence. Ici, on a mis une récurrence. Alors ici, je l'ai mis une fois par mois volontairement pour le test. Mais voilà, cette limite du nombre d'exécutions pourrait être un frein. Bon, première étape, pour l'instant, je la mets de côté. Deuxième approche qu'on s'est dit, c'est dit, OK, alors je pense que vous le savez tous et toutes, on a une deuxième approche qui pourrait être de se dire, le QL Riptime, non. Pourquoi pas aller voir un petit peu ce qui se passe dans notre ami Power BI et le faire en R? Parce qu'aujourd'hui, j'ai une question qui ressort extrêmement souvent chez les clients qu'on accompagne et même dans les clubs Power BI d'ailleurs, c'est comment je peux, depuis Power BI, alimenter une base, par exemple SQL. On dit, oh, pas possible. Si, on peut faire des choses très simples avec du code R. Alors, sans être codeur extraordinaire, etc., je vais vous faire voir quelques petites astuces. Dans notre ami Power BI, on va ouvrir la fenêtre Power Query, que vous avez entendu parler un petit peu toute l'après-midi de cette fenêtre, notamment avec Joël, mais plutôt sur le côté Dataflow. Mais on retrouve un petit peu nos outils. Et bon, ici, voilà, j'ai un script d'exécution extrêmement simple qui vient lire mon API et qui vient me ressortir une table toute propre, etc. Bon, très bien. Derrière, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est dit, ce qui serait intéressant, alors on va tout de suite le faire, on va aller voir un petit peu ce qui se passe en fait, je viens stocker l'information, en fait, pour tout vous dire, dans une base SQL Azure, hein, tout simplement, et il n'y a rien de très compliqué ici. Et donc, on va regarder un petit peu ce qui s'est passé. Hop, on va prendre cette table-ci, je vais même prendre cette table-ci, ça sera encore plus pertinent, voilà. Et on va regarder 2-3 trucs. On va regarder un petit peu ce qui s'est passé au niveau de la requête. On va prendre celle-là, ça sera plus lisible pour vos yeux. Pour l'instant, ici, j'ai 115 lignes. Alors, très simplement, on va faire quelque chose d'extrêmement rapide. Voilà, très bien. Donc, pour l'instant, j'ai 115 lignes. Et l'idée du client, c'était de se dire, mais moi, j'ai peut-être pas forcément besoin d'avoir une actualisation tout le temps, mais peut-être de le faire à la demande. Donc, l'astuce ici a été d'aller mettre un petit peu de script R. Alors, du script R, c'est un langage particulier, certes, mais qui est complètement intégré à Power BI, notamment à Power Query, et qui a l'avantage d'aller rechercher une source existante. Donc, en termes de refresh, je n'envoie qu'une fois l'information
à mon IoT. Ça, c'est déjà pas mal aussi en termes de consommation. Et la deuxième chose aussi, c'est de se dire, mais comment je pourrais faire quand mon user final est dans Power BI pour aller rafraîchir cette chose? Faisons simple, faisons par le test. Ici, pour l'instant, j'ai donc mes 115 lignes dans ma table qui est ici, qu'on retrouve d'ailleurs dans SQL. Okay, si j'actualise, l'utilisateur final ne voit qu'une seule table, la light. Si j'actualise, alors après, il y a l'effet démo, mais souvent, ça ne se passe pas trop mal tout de même. En faisant l'actualisation, je vais venir déclencher un code R qui, lui, en théorie, va venir alimenter ma base SQL si tout se passe bien, et ça devrait fonctionner. Et donc, le nombre de lignes qui se trouvaient dans la table SQL a changé. Ça veut dire qu'à chaque fois que je vais pousser une demande d'actualisation dans Power BI, d'accord, eh bien, le code R va venir écrire dans ma table SQL. Et j'en veux pour preuve qu'ici, le 125, c'est bien alimenté. Alors ça, c'est vachement bien, parce qu'on peut faire pas mal de choses avec ça. Alors, c'est un inconvénient et c'est un avantage. L'inconvénient, vous l'avez compris, c'est que automatiser, à moins de payer quelqu'un qui appuie sur le bouton actualiser toutes les 5 secondes, bon, je ne suis pas persuadé que ce soit hyper métier. Par contre, ce qui a d'intérêt, c'est ça. C'est qu'on pourrait potentiellement se dire, moi, ce qui m'intéresse, avant de commencer à sortir le bazooka pour écraser la noisette, mesurons combien de fois les gens sont venus, par exemple, actualiser un jeu de données, et je vais venir historiser qui a fait une demande et combien de fois par jour. Toujours pareil, avec ici du code R, d'accord? À tout ça simple, je viens récupérer un user en Power Query en passant par du R, d'accord? Et tout ça, je viens l'injecter tout simplement ici dans une base. Et donc, si je reprends ma base ici qui s'appelle script R, on va faire un petit test ensemble. Ici, on va regarder un petit truc comme ça, order by, tout simplement le champ période qui vient enregistrer la dernière opération. Pour la démonstration, je vais vous les trier en ordre descendant. La dernière temps est à 16h07. On va retourner ici donc dans notre ami Power BI. J'ai dit Power BI, j'ai pas dit SQL Management, pas de problème. Toc, s'il veut bien. Bon, il ne veut pas, alors je vais le réduire, il ne veut pas. Et ici, si j'appuie sur Actualiser, vous avez compris que ça déclenche la mécanique d'actualisation des flux qui sont derrière pour la partie JSON IoT, en fait, d'accord? Et derrière, ici, qu'est-ce qui va se passer si j'actualise cette requête? J'ai bien historisé que c'est Monsieur Godefroy qui, aujourd'hui, à 16h09 et 23 secondes, est venu me faire une demande d'actualisation. Donc, pourquoi je vous fais voir ça? Parce que le client vous avait posé la question de me dire, mais moi, j'ai quand même vachement de rapports en lien avec tout ça, et j'ai pas besoin, toujours dans cette démarche d'économie, d'une part d'énergie, d'une part d'économie de ressources informatiques aussi, de se dire combien de fois un user vient actualiser un rapport. C'est pas mal hein, quand même comme information. Et bien grâce à cette stratégie de code R, on est capable de le faire. Et en plus, de venir aller chercher quelque part qui est à l'extérieur, notamment ici des appareils connectés, et d'alimenter deux tables en parallèle. Donc ça, c'est quelque chose que j'aimais bien. Et donc je voulais vous le présenter parce que ça répondait à un besoin métier, tout simplement. Encore une fois, l'inconvénient, hein, c'est la mise à jour manuelle. Troisième possibilité, donc celle-ci, je vais pouvoir la fermer, on n'en a plus vraiment besoin. La troisième possibilité qu'on a imaginée, donc on est passé par flow la première fois, aïe aïe aïe, limitation en trompe d'exécution. Deuxième en R, aïe aïe aïe, c'est pas mal, mais c'est plus manuel. La troisième, c'est de se dire, ok, peut-être qu'aujourd'hui, en partie, la Power Platform ne répond pas tout à fait à mon besoin. Pas grave, on a d'autres solutions connexes. On a fait le choix, ici pour ce client notamment, c'est une base totalement de démonstration, de partir dans des procédures stockées SQL. Alors je vais très sincèrement pas vous les faire voir parce qu'elles sont d'une complexité un peu forte, qui vont en live, hein, qui sont lancées par nos agents, par exemple l'agent SQL notamment ici, ou pas d'ailleurs, on peut le faire en commande, ce qu'on veut, qui va venir alimenter, en tout cas demander, pareil encore une fois, à nos IoT l'information, de lire en temps réel dans SQL le JSON en sortie, tout ça c'est pareil, c'est natif en SQL, et de venir tout ça les stocker toutes les X secondes dans une table SQL.
Et là, ça devient intéressant. Pourquoi? Eh bien, toute cette procédure stockée est stockée sur du Azure, hein, du SQL Azure. Et ici, par exemple, je vais avoir une table de suivi de conso qui va être, alors, forcément volumineuse. Aujourd'hui, on a globalement, dans cet exemple ici, moi aussi, j'ai 4 appareils. Donc, forcément, dans ma démon, ça va. Mais en vrai, j'ai peut-être 20, 30, 40, 50, 1200, j'en sais rien, IoT. Donc, si on vient de faire toutes les X secondes, on a une volumétrie colossale. Dans mon exemple, on n'a que 400 000 lignes qui représentent globalement l'activité d'un seul mois d'intégration. Mais rapidement, on peut aller chercher des volumétries très fortes. D'accord? Alors, ce qu'on a fait, c'est que tout simplement, on a été se créer un petit rapport ici. Voilà, je vais attendre qu'il me donne la main. Voilà. Et première étape, eh ben, on a donc cette table qui est alimentée quasi temps réel, parce qu'on va dire que toutes les 5 à 10 secondes, c'est du quasi temps réel. On a bien évidemment choisi quoi? Le mode direct, enfin, le direct connection, hein, la connexion directe avec Azure SQL. Pour le coup, ici, pas vraiment de problématique de connecteurs parce qu'ils sont totalement intégrés à Power BI, ils sont totalement natifs dans l'approche. Et donc, on s'est fait cette connexion live avec notre ami Azure. Et la première demande du client a été de nous dire, OK, moi, je voudrais un état des lieux un petit peu de mon parc machine et voir un peu ce qui s'y passe. Alors, on s'est gratté la tête, on aura pu lui faire un joli tableau avec plein de lignes, etc. Et on s'est dit, non, non, ce qui serait intéressant, c'est que ça, c'est fait pour être projeté probablement dans un atelier, ce qui était le cas. Et donc, on a voulu ici lui donner quelque chose d'un peu plus visuel. Donc, à chaque fois, ici, j'ai mis des lampes et vous verrez pourquoi après. J'ai mis des prises connectées, etc. Ce sont des petits symboles générés automatiquement. Et à chaque fois, pardon, que je vais cliquer sur l'un de ces éléments, je vais avoir un certain nombre d'informations qui vont apparaître, d'accord, avec la dernière date, quelle est la version du firmware, est-ce qu'il est opérationnel, oui ou non, etc., etc. Ou alors, on peut aussi avoir une vision un peu différente. N'oublions pas que Power BI, il est fait quand même à la fin pour servir un métier. Ça, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Et derrière, si on veut servir un métier, bien évidemment, qu'il va falloir faire des trucs un petit peu sympas, un peu sexy. Et donc, on pourrait aussi switcher dans une autre vision où on peut avoir des informations cartographiques, par exemple pour la maintenance, qui a son parc machine en temps réel avec les informations qui vont bien dans des choses qui sont assez sympas. Alors, je suis concentré sur ma démonstration, mais vous n'oubliez pas dans le chat d'interagir avec moi. Il y a des gens hein, comme Joël, etc., que je vois, etc. François aussi, peut-être qu'il pourrait nous y répondre. N'hésitez pas à nous poser des questions, j'essaierai d'y répondre, et aussi vos impressions. Ce que vous en pensez, voilà. C'est toujours bien pour nous d'avoir un petit peu d'interaction avec vous. On en cherche hein, quand on est en distanciel. Grosse frustration de ne pas être avec vous. Donc, surtout, n'hésitez pas à interagir avec nous dans le chat. Juste un petit pouce levé pour me dire que je ne suis pas tout seul. Cool. Merci Joël d'y répondre. C'est sympa. Donc voilà, ça c'est la première présentation. Et la deuxième présentation, c'est de dire, OK, j'ai un cube qui s'alimente en temps réel. Maintenant, ce qui serait bien, c'est d'avoir un tableau de bord en temps réel de la consommation de mes ampoules. Okay, alors, je vais vous donner un petit exemple. Je vais donc partager, donc, mon écran avec 2 vidéos. Donc, vous devriez voir ma tête, superbe, et des ampoules. Et sur la droite de votre écran, des courbes. Et donc, ici, je vais m'amuser à alimenter des ampoules. D'accord? Pour voir l'ampoule de la prise 1, si ma consommation d'énergie, par exemple, je vais même m'amuser ici, dans mon ampoule 1, à lui mettre beaucoup de consommation d'énergie, et vous voyez, instantanément dans Power BI, je pilote à distance des ampoules, des prises, des IoT, des machines d'impression, par exemple, et en temps réel, je vais pouvoir jouer et voir un petit peu comment je consomme dans mon parc machine. Je vais faire un exemple dans mon ampoule ici, et je vais lui demander de consommer un petit peu moins. Donc, je vais simplement réduire la luminosité, je vais la passer en rouge. Et vous allez voir que, en fonction, il y a quand même 5 secondes entre temps. Dès lors que je change, boum, instantanément dans mon rapport Power BI, on a cette courbe qui se dessine. Alors, c'est pas qu'un gadget. Par contre, petit point de détail qui, pour moi, est extrêmement important. Si on est en temps réel, bien évidemment qu'on ne va pas aller alimenter ou en tout cas aller, entre guillemets, attaquer le serveur SQL avec 350 000 lignes, 1 million, voire 3 millions ou 10 millions de lignes derrière. On risque très rapidement de venir casser le serveur. D'accord? La ressource du serveur va être tellement importante qu'à chaque fois, donc il faut faire attention à bien respecter certains prérequis. Je vais alimenter une deuxième ampoule pour le test, par exemple.
Et donc, si on est en live, en direct query, on va devoir penser agrégation, des requêtes d'agrégation, pour être sûr d'avoir une volumétrie assez satisfaisante de l'autre côté au niveau du serveur, encore une fois pour des temps de réponse. Alors, il existe ici des vues d'agrégation avec des précédences. Volontairement aujourd'hui, je ne veux pas rentrer dans ce sujet compliqué. C'est quelque chose que je pourrais aborder dans un prochain club Power BI sans aucun problème. Aujourd'hui, je suis plus dans un retour d'expérience, même si j'irai faire un petit peu de technique, parce que vous savez que j'aime bien ça. Ce qui m'intéresse ici, c'est que j'ai fait volontairement le choix de ne pas utiliser la fonction d'agrégation dans Power BI, pour plein de raisons. Et donc, j'ai donc déporté le problème, entre guillemets, sur le back-end. Enfin, en tout cas, sur l'outil qui est derrière, sur le serveur SQL qui, lui, est taillé pour le faire. J'ai fait des requêtes extrêmement simples, en fait, tout simplement des vues, où j'ai dit, bah, donne-moi, par exemple, la dernière consommation que tu as détectée dans la requête, c'est-à-dire par rapport à la dernière date, c'est celle ici qui permet d'alimenter ce cube. Alors, on aurait pu passer par Power BI, pas de problème. Ce qu'il faut regarder, c'est comment réagit le serveur et comment il est consommé. Alors, il y a plein d'outils pour le faire. On a des profilers qui peuvent le faire. On a des outils tierces à Power BI qui peuvent le faire. Ce qui est important dans ce genre de projet, c'est pas pas manquer la cible, en fait. Parce que si un rapport temps réel met à chaque fois 3 secondes avec la petite roue qui tourne comme ça sur nos éléments visuels à se mettre à jour, c'est compliqué. Okay, ça, c'est la première chose. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et donc, je vais rééteindre mes ampoules et je vais revenir à un écran un peu plus classique. Très bien. Deuxième chose, et là, je vais aller sur le web. Donc, je continue un peu dans cette approche. Et on s'est dit, mais c'est vachement bien ce que tu nous racontes. Par contre, ici, je vais revenir sur le web et je vais me faire volontairement en affichage plein écran, comme ça. Voilà. Donc vous avez, il va se mettre à jour dans quelques secondes, c'est l'écran que vous avez tout à l'heure. Et ce qu'il nous a demandé aussi, c'est de dire, OK, moi j'aimerais bien avoir d'autres indicateurs, je vais expliquer comment ça fonctionne, de consommation, par exemple, énergétique. Alors on y va, je vais changer un peu d'onglet. Et là, ce qui va être plutôt pas mal, c'est de gérer de l'historique. Donc là, on change un peu le prisme du problème, c'est que j'ai effectivement plus vraiment besoin d'une consommation en temps réel, mais plus une approche, comment dirais-je, historisée des choses. D'accord? Et donc ici, avec des visuels très simples, eh ben, je suis capable de fournir... Parce qu'au début, je reprends le début du problème du client, c'était de la consommation. Et on lui a dit, mais c'est super, on va collecter peut-être 200-300 millions de lignes, je ne sais pas, à terme, mais qu'est-ce qu'on va en faire? Et donc, on s'est dit, utilisons les outils derrière qui sont à notre disposition, pour aussi servir à un autre métier qui était notamment ici, un petit peu notre métier premier aussi, le contrôle de gestion et le pilotage. Et donc, la question rapidement est venue, me dit, attends, est-ce qu'on est capable de mesurer combien de temps une machine a été active? Combien de temps une machine a été à l'arrêt? Eh bien, c'est très simple. Ici, on a donc des graphiques qui sortent en temps réel et on peut faire des choses plutôt très sympathiques. On lui dit, bah, tiens, je prends de cette machine-là, par exemple, combien de temps elle a été active sur une semaine, pourquoi elle était en arrêt? Allô, la maintenance, qu'est-ce qui s'est passé? C'est un exemple d'utilisation. Okay, on peut, bien évidemment, avec des jolis visuels, faire des choses un petit peu sympas, où on va venir répartir l'activité, par exemple, de notre parc machine sur, par exemple, des informations cycliques, comme ça. Donc, on peut faire beaucoup de choses, et là, Power BI remplit vraiment son rôle. D'accord? Donc, voilà un des points importants que je voulais vous mettre à jour. Et petit point quand même, licensing. Alors, Théophile en a vraiment parti sur la partie Power Platform, moi je vais faire un petit point d'arrêt sur la partie Power BI. Pour pouvoir actualiser en temps réel dans Power BI, d'accord, donc je vais retourner dans mon desktop. Ici, vous avez sur vos rapports, petit rouleau de peinture que vous connaissez tous fort bien, et ce petit bouton en bas qui s'appelle actualisation automatique. Attention, warning, cette option génialissime est malheureusement pour l'instant, et a priori devrait y rester, je pense, réservé au premium. Pourquoi? Parce que ça va dépendre de la capacité de l'autre côté, déjà du paramétrage d'une part de votre tenante, d'une part et du workspace qui est derrière, du workspace qui est en premium, à actualiser toutes les X secondes. Donc c'est en premium pour l'instant, et on ne pourrait pas le faire en version pro parce que
même si on voulait le faire de façon plus rapide, un peu plus facile, n'oubliez pas que dans la version pro de Power BI, pour le moment, on ne peut rafraîchir que jusqu'à 8 fois par jour. C'est un petit peu limitatif pour faire du temps réel. Donc le temps réel, sauf à passer par un real-time, mais on a vu un petit peu ses limites, eh bien ici, on va avoir besoin d'une capacité premium tout de même pour pouvoir faire fonctionner cette machine. OK ? Je vais juste regarder un petit peu dans le chat s'il y a des questions. Pas de questions, c'est que tout va bien. Parfait. Si Mélanie, entre Azure et Power BI Premium, quel est le budget pour un client? Très compliqué, Mélanie, pour y répondre, parce que là, on est sur, d'une part, de la volumétrie, d'autre part, de la puissance de calcul, d'autre part, d'autres paramètres qui vont rentrer en jeu. Globalement, déjà, en Premium, il y a un coût certain. Alors, il y a différents plans Premium. Après, par rapport à Azure, c'est encore autre chose. Premium va effectivement se gérer sur Azure, mais c'est une licence spécifique pour Power BI. Alors, on parle de P1, P2, P3. Oui, ça a un coût. Forcément, s'il y a 3 salariés dans l'entreprise, je ne suis pas persuadé qu'on y trouve un intérêt. On y trouve de l'intérêt d'une part, quand on a un besoin de volumétrie, d'autre part, quand on a besoin d'une certaine capacité de rafraîchissement, budget minimum. Alors, je vais vous donner le prix grand public. Alors, c'est vraiment très overview. Aujourd'hui, c'est 2400 € par mois sur un P1. D'accord ? P1, ça veut dire qu'on a le plan 1. Après, on peut monter beaucoup plus haut. Ça a une capacité de faire plein de choses, mais en entrée sur du premium comme ça, classique. Attention, le licensing est en train de changer chez Microsoft, ça a été annoncé à l'init. On va avoir des premiums un peu plus accessibles avec différents plans user, etc. Donc ça, je peux vous faire le point après, hors démo, pour pas trop empiéter sur ça. Mais là, c'est en train de sortir. On a une première visibilité là sur les forums de Microsoft sur la partie licensing, mais c'est important, effectivement. Je reprends un peu le fil. Et donc maintenant, ce qui m'intéresserait aussi, c'est de se dire, ah, c'est bien Guillaume, tu me collectes de la data, tu la mets sur Azure par des trucs compliqués en SQL, super. Mais elle est où là-dedans, la Power Platform? Ben, on va rentrer un petit peu en jeu. Dans la Power Platform, donc on va y retourner, je me mets sur la discussion pour voir si tout le monde me suit. On va rentrer un petit peu dans un autre sujet et j'y retourne, je vais donc sur le web et je vais partager mon écran d'une façon un peu différente. Je vais me remettre comme ça. Pourquoi je me mets comme ça? Parce que on va faire quelque chose d'intéressant. La question du client était, ok les gars, moi je suis dans l'atelier, je suis dans la maintenance. J'ai besoin d'avoir en face de moi un plan de mon entreprise, quelque chose de factuel, d'accord, pour pouvoir gérer mes machines. Première étape, c'est de dire, ok, ça c'est vachement bien dans la gestion de mon parc, on retrouve, ça c'est quoi? C'est tout simplement une application Power Apps qu'on a complètement intégrée à Power BI. Je vais vous faire la démonstration. C'est une application Power Apps qu'on a géré ici de façon très simple, on a construit. Mais attention avec une petite astuce, c'est que pour qu'elle puisse interagir avec Power BI, il y a une astuce de construction où je ferai un petit tour après si vous le souhaitez, si quelqu'un pose la question, pour interagir directement. Mais c'est une application qui me permet de faire quoi? Eh bien, tout simplement, si j'ai une prise, eh bien, quand je clique sur la prise, il ne se passe rien, normal, parce que ce n'est pas un IoT qui est pilotable. Par contre, quand je clique sur une ampoule, d'accord, et je prends par exemple celle-ci au hasard, elle va me donner un statut sur un écran différent pour faire pas mal de choses. Eh bien, tout simplement, cette apps, on est venu, grâce à Power BI de façon globalement native et assez simple, je pondère un petit peu ce propos parce que c'est parfois un peu compliqué pour les interactions. Eh bien, qu'est-ce qu'on est venu faire ici? On est venu l'incorporer. Et l'idée, c'est que ce soit Power BI qui vienne piloter l'apps. À quoi ça va me servir? Eh bien, tout simplement, quand ici, je vais prendre, par exemple, allez, je me lance cette zone-là, qui est ma prise numéro 2, et je vais allumer mon ampoule numéro 2. Pour l'instant, je n'ai pas beaucoup de consommation. Par contre, si j'appuie mon ampoule numéro 2, et je vais faire volontairement le fait qu'elle puisse consommer très fortement, vous devriez voir que ma consommation en temps réel en bas, ici, mon 2,40, il va monter à 8 ou 9 watts quand il aura fait son intégration. Et automatiquement, c'est-à-dire que je peux avoir une information ciblée, voilà, la consommation augmente. J'ai la consommation de mon voltage, est-ce que je suis en surtension? Est-ce que je suis en sous-tension? Pour des gens, c'est hyper important. Donc, on peut piloter des informations comme ça directement depuis Power BI avec
Power BI et Power Apps. D'accord? Je prends un autre exemple, je change de prise par exemple, et sur cette prise-là, je fais volontairement, je vais allumer une autre ampoule, vous remarquerez que les informations vont pouvoir interagir. Ça, c'est un premier truc. Ok? Alors, il me dit, Guillaume, ouais, ça commence à être intéressant, mais allons un peu plus loin. Allons un peu plus loin, c'est quoi? Il me dit, ben, ce qui serait quand même un petit peu sympathique, je regarde un petit peu l'horaire en même temps parce qu'il me reste encore un petit quart d'heure, je suis assez bavard. Hein. N'oubliez pas qu'il y a le chat si, encore une fois, vous voulez interagir avec nous. Il me dit, moi, ce que j'aimerais bien maintenant, c'est voir ce qu'on est capable de faire. Okay, alors, je vais vous faire voir un petit peu pourquoi ici on va utiliser la Power Apps. Alors, on vient d'utiliser Power Apps effectivement, et on va utiliser maintenant Power Automate. Pourquoi? Dans mon application, juste pour la démonstration d'aujourd'hui, mais quoique on l'a fait pour d'autres cas de figure chez le client, j'ai piqué ici une interface tout simplement en fait qui existe dans Zepac, c'est une application toute faite par les constructeurs d'applications IoT. Je me suis un petit peu inspiré fortement de leurs choses et ici je leur ai dit bah, moi ce qui m'intéresserait c'est grâce à Power Apps intégré dans Power BI, piloter via Power Automate mes IoT, envoyer une instruction d'allumage ou pas. Je prends un exemple. Si vous regardez mon écran et mes ampoules, je vais me mettre aux couleurs du Power 365. J'appuie sur le bouton instantanément, j'ai bien piloté mes ampoules à distance. Par exemple, je veux passer dans Aurore Boréale, allez, soyons fous, voyageons, hop. Instantanément, grâce à l'app qui est dans Power BI qui va aller demander un flux en Automate, va générer ça. Donc je vais éteindre mes ampoules et on va aller un petit peu voir ce qui se passe sous le capot. Eh bien, tout simplement, ici, voilà ce qu'on a fait. C'est pas très compliqué. Et tout à l'heure, Théophile a bien insisté sur cette histoire de licensing, où je ne vais pas y revenir. Attention, connecteur premium, potentiellement, etc. Je ne vais pas refaire l'explication. En revanche, j'ai juste allé un petit peu voir ce qui s'est passé là-dessous. On a créé un apps et Serge, qui est notre grand maître à tous, vous expliquera ça très dans le détail tout après, mais ici on a fait on a envoyé grâce à un trigger Power Apps, c'est-à-dire Power Apps vient demander, c'est lui qui vient déclencher le flow, c'est lui le trigger, vient demander à Power Apps certaines informations dont il a besoin pour envoyer ça à notre ami l'instruction API qui va venir allumer les ampoules. J'attends que ça se passe et je réenvoie l'information à Power Apps. Donc, qu'est-ce qu'on fait en fait? Eh bien, tout simplement, dans le apps qui était ici, hein, je vais reprendre un exemple. Je retourne dans mon application. Je vais retourner ici dans ma gestion de parc et je vais lui dire, hey, toi ici, ampoule numéro 1, a priori, tiens, je vais prendre celle-ci, par exemple, la 2, c'est très bien, la 2. Eh bien, toi, ampoule numéro 2, je suis dans l'atelier, je vais me mettre en plein écran pour que vous ayez quelque chose de visuellement correct. Je vais rentrer dans cette ampoule et je vais lui dire, oh, je vais déclarer une panne. D'accord? Qu'est-ce qui va se passer? En théorie, je vais donc pouvoir appuyer sur mon bouton panne, ça va venir historiser le fait qu'il y a une panne, ça va venir allumer l'ampoule en rouge de mon côté, ça vient mettre un statut ici, et dans l'atelier, j'ai donc quoi dans l'atelier? Une ampoule, une lumière, peu importe comment vous la nommez, qui vient s'allumer d'une façon différente pour alerter par exemple la maintenance. Et bien tiens, ici, qu'est-ce qui s'est passé? En théorie, dans votre Teams, je vais reprendre le Teams, ici. En théorie, vous avez dans la Power Platform, je vais vous le faire voir de ce pas. Ici, je viens prendre cet écran, comme ça. Eh bien, Teams a reçu une instruction, ici, me dire « Attention, Guillaume Godefroy a lancé l'ampoule numéro 2, vient de passer en alerte. Merci de suivre l'incident. » Et moi, parce que je suis dans la maintenance, j'ai bien un connecteur Flow qui est venu communiquer avec Teams, pour le coup, qui me dit « Ok, Guillaume, qu'est-ce que tu veux faire? Toi, tu es en maintenance, c'est pris en compte, j'annule ou je le mets en attente, cette demande. Tiens, je la prends en compte. » Ça va me réenvoyer une information dans un flux derrière pour que les gens, par exemple ceux qui vont venir dépanner, puissent prendre la main. D'accord? Donc on a une interaction complète. Je peux bien évidemment changer de statut, vous l'avez compris, rapidement, changer du rouge, je passe en orange, je suis en maintenance. Ça veut dire que visuellement, tout de suite, dans l'entrepôt, dans la salle des machines, je vois ce qu'on peut faire, etc. etc. Okay? Et là, pour le fun,
eh bien, je viens faire un peu clignoter mon ampoule pour lui dire attention, il y a une urgence, quelqu'un s'est coupé le doigt, qu'est-ce qu'on fait? Appeler les pompiers. D'accord? Voilà un petit peu comment on peut faire des choses plutôt très intéressantes. Alors, ce que je vais faire quand même, c'est que ça, c'est sympa. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que derrière tout ça, on va avoir encore une fois potentiellement quelques limites. Comme le disait tout à l'heure Théophile, on va avoir des limitations au niveau du licensing, tout simplement. Okay? Je vais reprendre notre discussion pour être sûr que je ne rate rien dans vos demandes. A priori, je ne rate rien. Hop, voilà, c'est parfait. Vous m'entendez? Oui, c'est bon, je suis toujours là avec vous. Je me permets de reprendre la discussion, voir si dans le chat, il n'y a pas de demande particulière. Toujours pas. Parfait. Ici, dans ça, ce qui va être important aussi, c'est de comprendre que d'un point de vue connecteur, on va avoir des choses un peu difficiles à manier. Et là, je laisserai encore une fois Serge le faire aussi s'il en parle. Mais l'interconnexion avec tout ça va potentiellement demander un certain niveau de tarification en licensing. Donc, dans ce genre de projet, on est passé sur SQL pour historiser la data pour les raisons que je vous ai évoquées tout à l'heure, une raison de flux, une raison de volumétrie et aussi une raison de licensing. Par contre, on ne peut pas faire l'impasse sur tout. Si on veut des interactions avec Teams, si on veut des interactions potentiellement avec du SQL en Azure, si on veut d'interactions, on va devoir passer à des niveaux de licensing un peu plus forts. Voilà. Ok, très bien, magnifique. Donc, je continue un peu dans ma démonstration. Et donc, grâce à ce plan-là, vous avez bien compris ce qu'on pouvait faire. Et donc, j'essaie d'aller un petit peu plus loin. Je me suis dit, OK, comment on pourrait faire un truc intéressant? Donc, je vais ici éteindre toutes mes lumières. Okay, je vais revenir à un mode normal. Et ce qui serait pas mal, c'est potentiellement, on va dire ça comme ça, offrir la possibilité aux gens qui sont dans l'entrepôt, parce que si l'entrepôt fait 500 mètres carrés, tout se passe bien. Si l'usine en fait, en revanche, peut-être, je sais pas, je dis une bêtise, sur 10 000 mètres carrés, c'est compliqué d'aller chercher un PC, revenir sur, par exemple, revenir sur l'ampoule qui va bien, appuyer ici, et donc c'est d'avoir une application portable. Bien évidemment, Power Apps est fait pour ça. Il est fait pour être portable. Mais on peut aussi faire des choses très très simples. Je vais vous donner un exemple. Je vais donc ici essayer de vous partager mon écran. Alors ça, c'est toujours un petit stress en mode démo, mais globalement, ça se passe plutôt pas trop mal. On va voir si ça fonctionne du premier coup. On va le savoir très rapidement. Voilà, c'est parfait. Je vous ai donc partagé mon écran du mobile. Et ici, je vais... non, Maybe Later. Parfait. Ici, ce que je vais faire, c'est que je vais venir switcher, prendre l'application Power Automate. Cette application Power Automate est très très simple, encore une fois, c'est des boutons. Ça veut dire que si la personne qui est en charge d'aller voir la machine, etc., me dit « Ok, allez, c'est bon, allume-moi, j'arrive le matin, j'ai pas besoin de faire une app hyper compliquée, tout simplement un déclencheur manuel en Automate, en appuyant sur le bouton « Allume-moi les ampoules, s'il te plaît, de l'entrepôt », instantanément, je peux aussi agir très simplement avec ça. On n'est pas obligé de faire des choses compliquées. Au même titre, vous l'aurez compris, je peux très simplement ici faire, allez, éteins-moi les lumières, je veux que j'ai rappel pour les autres réunions, ça veut dire que je ne suis pas super en avance. Voilà. Donc ici, on peut aussi agir avec Power Automate de façon extrêmement simple et donc piloter de l'IoT. Alors, l'IoT, ça peut être tout et n'importe quoi. Dans mon exemple, dans une très grosse imprimerie pour le coup ici, mais ça peut être des objets roulants, des voitures, des motos, ça peut être n'importe quoi. Et on peut vraiment faire quelque chose d'extrêmement abouti là-dessus. Bon. Je vais maintenant rendre la main, hop, ici, ça je vais le fermer, très bien. Et je vais conclure sur cette chose-là, en fait, c'est l'approche métier qu'il va falloir faire de la chose. Ça sera ma synthèse et je permettrai de raccourcir ma session de 5 minutes pour pouvoir après aller aider nos autres, pour reprendre le fil sur les autres speakers. Il faut toujours avoir à l'esprit que je pense que Power BI, la Power Platform, est vendue comme un outil no-code, low-code parfois, en majorité des outils, mais il ne faut pas se tromper, il ne faut pas se cacher derrière l'arbre, c'est un outil qui doit servir un métier. Si on fait des choses compliquées, si on fait des choses, je vois tellement de rapports Power BI interconnectés avec des trucs, des machins, qui mettent 3 plombes à s'actualiser. Ce qu'il faut comprendre, c'est comprendre le besoin en amont, le besoin en entrée, la volumétrie, quel niveau de licensing on a derrière, qu'est-ce qu'on veut en faire, et surtout, quelle histoire
je veux vouloir raconter derrière à mes équipes, à mes clients, à mon client final, et comment je peux faire ça de façon complètement interactive dans les outils de la Power Platform. Est-ce que je peux le faire de façon très ludique? Ça, c'est le mot-clé qu'aujourd'hui je voulais vous donner, c'est la version ludique. Bon, moi, j'espère que cette session, en tout cas, vous a plu. N'oubliez pas, s'il vous plaît, d'aller dans les canaux qui vont bien, d'aller nous dire ce que vous avez pensé de nos sessions, c'est important pour nous. S'il n'y a pas de questions, c'est génial. Je vous dis à tout de suite pour la prochaine session qui est Arnaud et Olivier de la maîtrise eWakers, qui sont ni plus ni moins nos sponsors, sur une thématique aussi et d'un retour d'expérience sur une grande volumétrie sur Power BI. Je vous dis à tout de suite. Merci pour votre attention et bien, à tout à l'heure. Merci beaucoup.